Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RT France pour parler de ce dossier ukrainien avec la tension qui est au plus haut. Néanmoins, le dialogue se poursuit. Le chancelier allemand Olaf Scholz qui est attendu demain à Moscou. Aujourd'hui, il sera à Kiev. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre ? Eh bien, on ne peut attendre rien de plus que des précédentes. Le dialogue continue, effectivement, et c'est le fait positif. Maintenant, une fois que le contact est établi, la difficulté ne vient pas des Européens, elle ne vient pas des Français, elle ne vient pas des Allemands, elle vient plutôt des Ukrainiens et des Américains. Les Ukrainiens ne veulent pas entendre parler des accords de Minsk, du moins dans la vision des Russes. Les Russes ont une vision très précise des accords de Minsk, parce qu'ils ont été négociés par eux en particulier, mais également bien entendu par la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Simplement, entre-temps, les Ukrainiens ont changé de gouvernement. Ils ne sont pas du tout d'accord sur certains points qui avait été accepté par le président Poroshenko lorsque les accords ont été signés en 2015. Et aujourd'hui, ils essayent de faire valoir une vision de ces accords de Minsk qui ne correspond plus à la réalité telle qu'elle avait été signée. Et donc, les Ukrainiens constituent aujourd'hui la force principale de blocage. Et les États-Unis, de l'autre côté, essaye de maintenir une pression permanente sur la Russie pour les raisons que l'on connaît, qui sont celles de l'existence. Il faut qu'il y ait en Europe, pour que l'OTAN continue d'exister, il faut qu'il y ait un ennemi. Et l'ennemi, c'est la Russie. Et les États-Unis sont dans cette optique. Et donc, ils envoient des signaux à Kiev qui vont parfois au-delà des attentes de Kiev. Par exemple, en ce moment, sur la rhétorique de l'invasion, Kiev est beaucoup plus modérée et elle demande aux États-Unis de ne pas créer une ambiance particulièrement catastrophiste parce que ça ne correspond pas à la réalité telle qu'elle est constatée sur le terrain. Alors justement... Et donc, c'est ces deux éléments qui empêchent réellement une solution négociée et qui entrave les négociations de Macron et demain de Scholz. Justement, Pierre Laurin, Volodymyr Zelensky s'est entretenu hier avec Joe Biden. Il a demandé à son homologue américain de venir à Kiev, mais Washington n'a pas mentionné dans son compte-rendu cette invitation. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? C'est parce que le président Joe Biden n'est pas, je pense, en état d'aller à Kiev. Et s'il est en état d'aller à Kiev, il n'est pas en état d'avoir une action déterminée parce que c'est un homme qui visiblement a des difficultés, disons, cognitives, qu'il multiplie les lapsus, les absences et que ce n'est pas forcément le bon interlocuteur pour négocier au nom des États-Unis. Et en plus, se déplacer jusqu'à Kiev alors que visiblement on n'est pas dans une période particulièrement propice à ce genre de déplacement, pour les Américains, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors la Russie, elle, de son côté, s'inquiète de la relocalisation du personnel de l'OSCE en Ukraine. Pourquoi cette inquiétude ? Précisez-nous, expliquez-nous. L'OSCE, c'est le garant de la sécurité et de la coopération en Europe. C'est quelque chose, c'est un organisme qui est issu des négociations d'Helsinki dans les années 70 qui avaient terminé la guerre froide. D'une certaine manière, c'était à cette époque que l'on avait établi les principaux traités de désarmement, de réduction des armements, d'abord de la stabilisation, puis de la réduction, des déséquilibres, les traités sur les forces conventionnelles à l'Europe, sur les missiles intermédiaires, etc. Tout ça, ça découlait des avancées qui avaient été permises par les accords d'Helsinki et la création de l'OSCE.
l'OSCE aujourd'hui se situe dans une zone qui, d'après les Américains, risque d'être envahie par la Russie. Donc, le fait que l'OSCE décide de transférer ses bureaux, c'est un très mauvais signe parce que cela indique que l'organisme qui est chargé de régler la sécurité et la coopération sur le continent européen croit à la version américaine de la prochaine invasion de la Russie, alors que les pays de l'Union européenne refusent absolument de transférer leurs ressortissants ou le personnel de leurs ambassades, de les réduire, etc. Donc il y a là une sorte de dichotomie entre d'un côté les États-Unis et les organismes qui sont dépendants d'eux, et de l'autre les Européens qui sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus pondérés, mais que d'une certaine manière, on ne peut pas écouter tout simplement parce que leur action est entravée par justement cette folie, d'une certaine manière, cette folie de propagande qui fait qu'on ne sait pas où l'on se situe. De toute manière, les choses sont très claires. Aujourd'hui, les États-Unis prévoyaient au départ une invasion pour le 16 février. À mesure que le 16 février se rapproche, eh bien, la date devient de plus en plus floue. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, on établira que ce sera le 15 mars et puis ensuite que ce sera le 24 avril et ainsi de suite. Donc, du coup, dans les prochains jours, on ne peut pas s'attendre à une désescalade diplomatique malgré le dialogue qui se poursuit? Ce qui peut arriver, parce que finalement, la France et l'Allemagne n'ont la main que sur un point très précis. Ce ne sont pas les interlocuteurs idéaux pour la Russie en ce qui concerne les garanties de sécurité. Les garanties de sécurité, c'est les États-Unis et l'OTAN. Au-delà, ce n'est pas possible. En revanche, la France et l'Allemagne font partie du quartet de Normandie, des 4 pays qui sont censés veiller au respect des accords de Minsk de 2015. Et c'est là que la France et l'Allemagne ont un rôle à jouer, parce qu'ils peuvent faire pression sur Kiev pour réengager un dialogue au plus haut niveau et qui, lui, pourrait effectivement permettre des avancées. Et ce dialogue au plus haut niveau, c'est la réunion des 4 chefs d'État au format Normandie. Je pense que la France et l'Allemagne sont d'accord sur cela, la Russie aussi, et il reste à persuader l'Ukraine, qui est très réticente, parce que l'Ukraine se trouve dans une position qui est très particulière. Si elle accepte cela, c'est-à-dire d'exclure les États-Unis du jeu en revenant au quartet initial, eh bien, le soutien des États-Unis risque d'être un peu plus modéré, un peu plus faible. Ils peuvent poser des conditions, etc. Donc, ils sont finalement entre 2 chaises et c'est une situation très délicate. En particulier pour le président Macron, qui était persuadé en arrivant à Kiev après sa visite à Vladimir Poutine lundi dernier, que Kiev allait accepter que l'on continue de parler des accords de Minsk et que l'on trouve une solution. Et il s'est heurté à une fin de non-recevoir de Zelensky qui a dit que ce n'était pas possible dans les conditions actuelles d'admettre la vision russe des accords de Minsk. Merci beaucoup Pierre Laurin pour votre éclairage ce matin. Je le rappelle, vous êtes journaliste et écrivain français, spécialiste de l'URSS, du monde post-soviétique et de la Russie.